Salut, moi c'est Jay, nous sommes le samedi 15 février 2025 et aujourd'hui on va décrypter ensemble l'actualité crypto, la finance et le trading. Alors installe-toi confortablement, c'est parti. Alors tout de suite, petite vue d'ensemble sur le marché qui franchement fait plaisir. Enfin du vert, enfin on commence à remonter un petit peu, à gagner un peu d'espoir. Et vous allez voir aujourd'hui, il y a plein de news très encourageantes pour la suite. Et donc là, on voit que le même coin Trump a repris un peu de couleur après avoir perdu quasiment 80% de sa valeur. Home qui a pris 40% également. Bon, majoritairement on est dans le vert, hein. On va voir tout de suite le Crypto Fear and Greed Index qui est passé de 38 à 41, donc de la peur à neutre, hein, forcément. On gagne en confiance et donc on repasse neutre. Alors pour autant, hein, ça ne reflète pas encore le prix du Bitcoin, hein, qui est toujours très élevé comparé à cet indice de la peur. Mais bon, c'est toujours comme ça. Quand le marché est en train de range et qu'il n'explose pas comme attendu pendant le bull run, eh ben, la confiance des gens diminue et on se retrouve avec un Crypto Fear and Greed Index à 41 alors que le Bitcoin est quasiment à 100 000 $. Alors aujourd'hui, pas de calendrier économique à attendre, hein, nous sommes samedi. Donc on va passer directement aux news sur Twitter et vous allez voir, on va avoir une succession de news super bullish puisque là on va avoir des gestionnaires de fonds qui vont déclarer les Bitcoins et les Ethereum qu'ils détiennent dans les ETF. Et vous allez voir, c'est impressionnant. Donc là par exemple, Parafi Capital qui a 318 millions de dollars en Bitcoin et 43 millions de dollars en Ethereum. La société d'investissement hongkongaise qui, elle, en détient 599 millions. Ici, on a la banque Barclays qui détient donc 131 millions de dollars de Bitcoin. Là, on a le gestionnaire d'actifs Millennium Management qui détient 2,6 milliards 2,6 milliards de Bitcoin et 182 millions en Ethereum. Toujours dans les ETF. Alors là, on a aussi le fonds Mudabala, qui est le fonds souverain d'Abu Dhabi, qui révèle détenir 436 millions de dollars dans l'ETF Bitcoin de BlackRock. Ici, on a la troisième plus grande banque canadienne en termes de gestion d'actifs, la Banque de Montréal, qui révèle détenir 150 millions de dollars dans les ETF Bitcoin, dont 139 sur l'ETF de BlackRock. Alors, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est vraiment un marqueur d'adoption. Là, sur ce cycle-là, comparé au cycle précédent, on a énormément de gros acteurs, de gros institutionnels qui investissent dans le Bitcoin grâce notamment aux ETF, hein, puisque ça rend le Bitcoin largement plus accessible au commun des mortels. Avant, quand une personne qui n'était pas technophile, qui n'était pas proche de l'informatique, des nouvelles technologies, pour ce type de personnes, c'était très compliqué d'investir sur le Bitcoin. Il fallait aller sur un exchange qu'ils ne connaissent pas, virer des fonds, faire un KYC. Et quand c'est quelque chose qu'on ne connaît pas forcément, on a peur, hein, parce que mettre des gros montants dans un Bitcoin qu'on ne connaît pas bien et en plus sur des exchanges qu'on ne connaît pas bien, pas du tout, forcément ça rebute. Et ces personnes-là, en fait, aujourd'hui, sur ce cycle-là, quand elles entendent parler du Bitcoin à 100 000 $ et que forcément ça leur donne envie d'acheter, elles peuvent se tourner vers leur banque, vers leur gestionnaire de fonds, vers leur conseiller en gestion de patrimoine qui, lui, va leur conseiller d'investir tout simplement dans les ETF Bitcoin. Et BlackRock, puisque c'est le plus gros gestionnaire de fonds au monde, hein, il gère plus de 10 000 milliards d'actifs, 10 trilliards, et ça forcément, ça donne confiance. Et on peut facilement investir dans le Bitcoin. Quand à l'époque, c'était compliqué, aujourd'hui, on passe un petit coup de fil et on peut acheter du Bitcoin. Donc forcément, ce sont des très gros marqueurs d'adoption. Et enfin, alors ça, il faut qu'on en parle. Donc la SEC se dirige vers la fin d'un procès contre Coinbase. En fait, ils sont en procès depuis 2023, parce que la SEC, donc qui est la Security Exchange Commission, qui est l'équivalent de l'AMF en France, hein, c'est un régulateur des marchés financiers, qui est en procès contre Coinbase. Coinbase qui est un exchange de crypto-monnaies, qui est maintenant coté en bourse, et qui était en procès contre la SEC parce que donc, la SEC accusait la plateforme d'opérer en tant que bourse, courtier et chambre de compensation non enregistrée. La SEC a affirmé que Coinbase violait les lois fédérales sur les valeurs mobilières en proposant des services de trading et de staking au public sans les enregistrements appropriés. Et tout ça, en fait, ça réside dans le fait que la SEC considérait les crypto-monnaies comme des securities, par opposition à des commodities. Les commodities qui sont donc des matières premières contre des securities qui sont donc des titres financiers. Et c'est principalement là-dessus que Coinbase se défend, puisque la SEC n'a pas aujourd'hui défini ce qu'était la crypto-monnaie. Évidemment, c'est tout neuf, c'est tout nouveau. Elle ne sait pas encore comment le classifier. Et c'est vrai que ça peut prêter à confusion. Les commodities, ce sont quoi? Ce sont des matières premières, ce sont des biens physiques échangés sur des marchés financiers. Elles incluent des matières premières comme l'énergie, le pétrole, le gaz naturel, des métaux, or, argent, cuivre, des produits agricoles, le blé, le maïs, le café. Alors que les securities, ce sont des instruments financiers représentant une valeur monétaire ou un droit.
Ils incluent les actions, les stocks, les parts de propriété d'une entreprise, les obligations, les dettes émises par les entreprises ou les gouvernements. Et leur valeur dépend des performances financières et des émetteurs et des marchés boursiers. Pour la crypto-monnaie, c'est moins clair. Certaines régulations, comme celle de la CFTC aux États-Unis, considèrent les cryptos, notamment le Bitcoin et l'Ethereum, comme des commodities, comme des matières premières numériques. Pourquoi ? Parce qu'elles ne représentent pas une entreprise ou un contrat de dette. Leur valeur dépend de l'offre et de la demande, un peu comme l'or ou le pétrole. Elles peuvent être échangées sur les marchés dérivés, contrats à terme, sur Bitcoin par exemple. Et en revanche, la SEC, elle, je le rappelle, l'organisme de régulation des marchés financiers aux États-Unis, considère que certaines cryptos, comme les tokens issus d'ICO, peuvent être des securities. Si un token est émis dans le but d'investissement avec une attente de rendement, comme une action ou une obligation, il peut être qualifié de security. Si un actif implique un investissement avec une attente de profit basée sur le travail d'un tiers, alors il est une security. Exemple, Ripple a été au cœur d'un long procès, on l'avait vu, avec la SEC sur cette question. Est-ce que Ripple est une security ou une commodities? Aujourd'hui, ça commence à faire un peu plus l'unanimité. Les cryptos vont être rangés dans la case des commodities, donc des matières premières. Et c'est pourquoi le procès contre Coinbase est en train de s'éteindre avec le départ de Gary Gensler et surtout l'adoption des crypto-monnaies. Alors, news suivante, après 21 Shares qu'on a vu hier, c'est au tour de Grayscale, un fonds de gestion encore plus gros, de déposer une demande auprès de la SEC visant à autoriser le staking sur ces deux ETF Ethereum Spot. Le staking, je le rappelle, qui permet en fait, conservant cet Ethereum, d'obtenir un rendement qui est environ de 3% actuellement. 3% en plus de la valeur intrinsèque de l'Ethereum. Bon, qui est en train de chuter en ce moment, mais si effectivement l'Ethereum reprend des couleurs, non seulement l'investisseur gagnera sur la valeur intrinsèque de l'Ethereum, mais également sur le staking, parce que le staking rapporte de l'Ethereum 3 à 4% par an. Ce serait peut-être la petite news, la petite étincelle qu'il nous faut pour relancer le cycle de l'Ethereum qui est complètement inexistant sur ce bull run. News suivante, la SEC reconnaît le formulaire d'enregistrement de l'ETF Ripple du fonds de gestion Grayscale. Alors, donc là, maintenant, ils l'ont reconnu et généralement, ils prennent jusqu'à 8 mois, enfin environ 8 mois pour accorder l'ETF. Alors, ça a été le cas pour le Bitcoin et l'Ethereum parce qu'effectivement, c'était les crypto-monnaies, c'était les premières fois et donc c'était un petit peu plus long. Quand il ne s'agit pas de crypto-monnaies, normalement, la SEC met plutôt 3 mois. Alors, est-ce que maintenant, le Bitcoin et l'Ethereum ont déjà fait plus ou moins jurisprudence? Est-ce que la validation de l'ETF Ripple va prendre moins de temps, peut-être plutôt autour de 3 mois, plutôt 8 mois? Ce serait bien qu'il le valide avant la fin du bull run. Mais bon, on ne sait jamais, en la matière, la SEC reste souveraine. Et enfin, dernière news, l'AMF retire Bybit de sa liste noire. Alors ça, c'est une super nouvelle parce que Bybit, c'est une excellente plateforme de trading pour le trading dérivé. C'était là-dessus que je trade d'ailleurs. Pour vous résumer, Bybit propose des produits dérivés. Les produits dérivés, en fait, c'est du trading avec du levier. Et en France, en fait, c'est interdit. Et donc la France, l'AMF, avait dit à tous les exchanges crypto, si vous voulez continuer à travailler en France, à exercer en France et que des clients français puissent échanger sur vos plateformes, il va falloir que vous retiriez vos produits dérivés, les produits futurs, les produits perpétuels. Les produits futurs et les produits perpétuels, ce sont des produits dérivés. Alors Binance s'y est plié, c'est-à-dire qu'en tant que Français avec un KYC français, on n'a pas accès aux produits futurs sur Binance. Et Bybit, faisant la majorité de leur chiffre d'affaires sur les produits dérivés, ont gentiment dit à la France d'aller se faire voir. Donc, l'AMF avait banni Bybit de la France. Et c'est pour ça, notamment, que l'été dernier, Bybit avait envoyé des messages à tout le monde pour dire attention, récupérez vos fonds, on va devoir clôturer votre compte, etc. Et ça a été effectif là au mois de janvier 2025. À partir de janvier 2025, les Français ne pouvaient plus du tout récupérer quoi que ce soit, accéder à leur compte, tout était clôturé. Sauf que l'exchange envisage désormais une approbation de la licence MiCA. Et donc, l'AMF décide de le retirer de sa liste noire. Alors, licence MiCA, ça veut dire quoi? C'est principalement la régulation des stablecoins. Et donc, ça veut dire que Bybit ne pourra pas proposer aux clients français de l'USDT. L'USDT, il faut savoir que c'est un stablecoin, donc c'est un token qui est adossé au dollar et du coup qui est plus ou moins stable par rapport aux crypto-monnaies qui sont hyper volatiles. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette crypto-monnaie, l'USDT, c'est la crypto-monnaie qui est utilisée pour trader les produits dérivés. En fait, quand on trade des produits dérivés, on va trader sur le Bitcoin, sur l'Ethereum, sur le Solana, sur n'importe quelle crypto. On ne va pas avoir cet actif en sous-jacent. Donc, on ne va pas avoir du Bitcoin, détenir de l'Ethereum, détenir du Solana. On va détenir de l'USDT, donc du dollar en fait, dollar numérique. Et on va s'en servir pour parier, entre guillemets, à la hausse, à la baisse sur les marchés dérivés. Et donc, Bybit revient, mais les Français n'auront toujours pas accès aux produits dérivés. C'est quand même une bonne nouvelle, mais bon, à moitié de bonne nouvelle. Et ça, malheureusement, c'est pas la faute de Bybit, c'est la faute de l'AMF et de leur loi MiCA, là, qui à l'inverse du monde entier,
au lieu de participer à l'adoption des crypto-monnaies, l'Europe est en train de complètement réguler, pour ne pas dire restreindre, brider les crypto-monnaies, à tel point que finalement, on ne pourra pas faire grand-chose, quoi. Alors heureusement, vous pourrez toujours acheter des crypto-monnaies, détenir du spot, mais pour faire du trading à levier, il va falloir aller sur des exchanges un peu plus shady. Et ça, malheureusement, au lieu de protéger les Français qui veulent trader, elle les encourage finalement à aller sur des plateformes un peu moins safe, avec beaucoup moins de sécurité. Et donc, ça a l'effet inverse, malheureusement. Alors, on passe tout de suite à notre petite vue d'ensemble du Bitcoin. Alors, on voit que hier, on est monté un petit peu, hein, c'est l'avant-dernière bougie, là. Ça nous donne de beaux espoirs, mais en fait, quand on regarde, on est complètement toujours coincé dans ce range-là, entre cette zone de support et cette zone de résistance. Et on va zoomer un petit peu, vous allez comprendre tout de suite. Alors, on passe sur le graphique du Bitcoin en 1 heure, c'est-à-dire que chaque bougie représente 1 heure. Et donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate que depuis le 20 janvier, on est sur une tendance baissière. On a fait un ATH à 109 000 $, et depuis, on s'est fait rejeter violemment, et depuis, on est rentré dans une tendance baissière. Alors, une tendance baissière, qu'est-ce que c'est? Selon la loi de Dow, une tendance baissière, c'est un prix qui fait des plus hauts de plus en plus bas, et des plus bas de plus en plus bas. Alors là, on a fait une mèche, mais vous voyez, après, on continue de faire des plus bas de plus en plus bas. C'est ce qu'on appelle une tendance baissière. Ok? Et pour décortiquer un petit peu, ici, donc, on a fait une grosse messe qui s'est arrêtée pile sur l'order block du 13 janvier. Belle résistance. On pourrait croire que la tendance baissière est cassée. Mais en réalité, ce plus haut, il est plus bas que ce plus haut. Donc, on reste en tendance baissière. Là, on est bien remonté. Okay. Et là, hop, on continue de descendre. On continue de descendre. Et là, on aurait pu penser qu'effectivement, on sortait de tendance baissière parce qu'on a un plus haut qui devient plus haut que les plus hauts précédents. Mais le plus bas qui a été créé derrière est encore plus bas que le précédent. Donc on reste en tendance baissière. Là, on continue encore plus bas. Ce plus haut là, il est plus bas que celui-là. Ce plus haut là est plus bas que celui-là. Et ainsi de suite. Sauf que là, aujourd'hui, même si c'est pas flagrant, même si c'est pas non plus démentiel, et qu'on a été rejeté sur l'order block qui est ici, on a un plus bas qui est plus haut que le précédent. Et un plus haut qui est plus haut que le précédent. Donc, c'est ce qui laisse à penser que, éventuellement, on pourrait repartir en tendance haussière. Toutefois, il faudra quand même réussir à casser cet order block. Cet order block, en fait, c'est une forte pression baissière qui est ici. Et donc, d'ailleurs, on a vu qu'on a rebondi tout de suite dessus. À peine à l'entrée de l'order block, on s'est fait rejeter, on est redescendu. Donc, il faudrait réussir à casser cet order block pour re-rentrer en tendance haussière. Et donc, en fait, c'est exactement ces tops-là qui vont nous dire où le marché risque de rebondir et risque de réagir. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous voyez, quand on descend comme ça, ici, vous avez des gens qui tradent. Ici, vous avez des gens qui vont parier à la baisse, parier à la baisse, parier à la baisse. Et ce sont des gens qui ont raison et qui vont mettre leur stop loss dans ces zones-là. Voilà, au-dessus, juste là. Donc là, qu'est-ce qu'il y a? Ici, il y a des liquidités là, des liquidités, des liquidités, des liquidités, des liquidités. Ici, hop, on est venu, on a mangé les liquidités là, les liquidités là, et on a été rejeté ici. Pareil là, on a mangé des liquidités là, et on a été rejeté sur cette zone baissière. Et en fait, on a plein de liquidités à aller chercher. Et c'est ça, en fait, qui va driver le marché. Et généralement, du coup, pour trader, on va identifier ces zones de liquidité et, du coup, les zones de rebond. On voit, par exemple, que si on dépasse ce top-là, on aura mangé toutes les liquidités là, on sera très proche de manger les liquidités qui seront là. Et donc, du coup, en réalité, il y a même ici un petit order block, une petite résistance à tracer. Donc, ce serait donc la dernière bougie haussière avant la baisse. On va la tracer proprement. On va la mettre en bleu. Et donc, ici, si on traverse là, alors déjà, si on arrive là, on peut prendre un short. On aurait pu le prendre ici. Et si on arrive à transpercer, on sait que la prochaine zone idéale pour shorter serait dans cette zone-là. Ok? Donc, pas de short avant. Si on est en train de passer là, pareil. Là, on a une zone de support. Si le Bitcoin revient ici, on sait que là, on est sur une bonne zone d'entrée pour un long. Et donc, là, une fois qu'on aura mangé les liquidités là et les liquidités là, on sait qu'ici, on a de fortes chances de se faire rejeter. Alors, c'est pas du 100%, mais c'est très probable.
Parce que justement, le marché va chercher les liquidités et a besoin de liquidités pour pouvoir avoir l'énergie de lancer un mouvement. Vous voyez? Et si on se fait sortir là, c'est pas grave, on met son stop loss au-dessus de la zone, hein, mais si le prix continue à monter, eh ben, on se fait sortir et par contre, on se tient prêt à rentrer sur la zone suivante. Alors ça, c'est un fair value gap que j'ai identifié en daily. Vu qu'il y a un fair value gap daily ici, il est beaucoup plus puissant, ça mérite quand même de tenter un short si le prix arrive dans ces zones-là, donc autour des 103 000. Ma prédiction, c'est que effectivement, on va avoir un petit rebond ici, remonter encore là, et là, on a une vraie résistance, puisque c'est une résistance journalière, et ici, on pourrait initier un mouvement baissier, qui pourrait retourner dans ces eaux-là, aux alentours des 91 000 $. Alors, pour répondre à la question, est-ce qu'on est reparti pour un rebond et pour une tendance haussière? Je pense qu'à court terme, oui, puisqu'on commence à faire des plus hauts, plus en plus hauts, et des plus bas, plus en plus hauts. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner parce que ça permettra à YouTube de proposer plus de mon contenu, mais également ça aidera la chaîne à prospérer. Allez, à demain!